Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. Rencontre ce mercredi 2 novembre 2022 à Cotonou des membres du Conseil national du patronat CNP Bénin. La validation du document de la politique de fidélisation et de recrutement de nouveaux membres est l'objet de la rencontre. Nous vous proposons d'écouter un extrait des propos du premier vice-président du CNP Bénin recueilli à l'ouverture de la dite cérémonie. Il est au micro de Fifame Atadidio Koundé et Françoise Insou. Au sein du patronat du Bénin, depuis quelques mois, nous avons procédé au toilettage des textes, nous avons refait de nouvelles élections et sous l'impulsion de M. Kotigan, le président du patronat, on est en train de mettre en place une nouvelle stratégie pour véritablement développer notre association. Vous savez, dans tous les pays du monde, les patronats constituent, je dirais, une force de discussion, de négociation avec les pouvoirs publics et les pouvoirs syndicaux, et il nous revient, ce qui nous concerne, de faire en sorte qu'au sein du patronat, nous puissions véritablement rester dans cette dynamique-là. Et il est évident que cette dynamique ne pourra pas s'établir ex nihilo. Il faut absolument mettre en place un certain nombre de réformes, un certain nombre de réflexions. Et c'est ce qui a justifié aujourd'hui que nous puissions recruter par le biais de notre partenaire, le DECP, un consultant pour mener la réflexion sur notre approche en termes de recrutement de cooptation de membres au sein du patronat. Et c'est ce qui a justifié notre présence ici aujourd'hui, parce que plus il y aura des membres dans notre association, plus on sera présent sur l'échiquier économique. Ce qui est attendu, c'est de développer des approches nouvelles, des stratégies nouvelles pour permettre à toutes les catégories socio-professionnelles du Bénin d'adhérer au CNP, parce que malheureusement, les gens pensent que le patronat du Bénin est un environnement de grosses entreprises, ce qui n'en est absolument rien. Nous sommes une entreprise qui concerne toute acteurs économiques, qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient grosses. Ce qui est important, c'est qu'elles restent dans des dispositions légales, aussi bien du point de vue social que du point de vue fiscal. Le Centre de développement des engrais IFDC a célébré ses 20 ans d'existence ce lundi. Au menu de la célébration, des panels de communication et des journées portes ouvertes. Suivons Général Afouda Moussia Gbouka et Patrick Nimavo pour le point. Jubilé de porcelaine pour l'IFDC, Centre de développement des engrais. Pour marquer l'événement, deux communications, l'une sur l'intensification agricole au Bénin, l'autre sur la présentation des projets et expériences clés du programme. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que le défi alimentaire se pose avec la plus grande acuité dans le monde. Au-delà de notre continent, ça a une dimension globale. Et produire plus est devenu une nécessité. Et produire plus passe par une intensification de la production sur des unités foncières qui diminuent avec beaucoup de raisons, donc notamment l'action de l'homme sur la nature. Sont également prévues des journées portes ouvertes pour faire découvrir et redécouvrir les produits de l'IFDC au grand public. La première phase qui se fera à Cotonou va se dérouler au niveau du Palais des Congrès. En deuxième phase, nous allons aller à Parakou pour organiser le lancement officiel du programme ACMA 3. Tout ça prend fait justement à Parakou, où nous ferons le lancement officiel du programme ACMA 3, financé par le Royaume des Pays-Bas, pour un montant total de 20 millions d'euros. En 2 décennies, l'IFDC a impacté plus de 100 000 agriculteurs. Le projet promeut le développement économique local basé sur l'agriculture. Bien que la commune de Kandi soit à majorité musulmane, la Toussaint y est bien célébrée ce 1er novembre. Les chrétiens catholiques de cette ville de la Liborie ont honoré les saints. Une équipe de la rédaction a assisté à la messe dite à leur intention et ce sont des moments de prière et d'exhortation que Giscard Apovier et Pierre Tadin aussi ont suivi pour nous. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. C'est l'une des célébrations eucharistiques de ce 1er novembre ici à l'église catholique Notre-Dame du Mont-Carmel de Kandi. Principale intention,
La célébration de la Toussaint. 1er novembre, date retenue par les chrétiens catholiques du monde entier pour célébrer la solennité des saints. Célébrer les saints qui nous ont précédés nous rappelle aussi un peu leur vie et que nous aussi, en pèlerinage ici, nous avons ces modèles comme référence qui peuvent nous orienter, nous guider et savoir aussi que nous aussi, nous pouvons vivre comme eux. Chaque fois, ça me permet de faire l'effort de mettre mes pas, surtout dans les pas de la Vierge Marie. Parce que si j'arrive à mettre mes pas dans les pas de la Vierge Marie, je crois que je vais atteindre l'objectif. En réalité, nos parents avec qui nous avons vécu et qui sont aujourd'hui au-delà, c'est ceux-là qui sont nos saints et que nous devons commémorer, nous devons les vénérer à chaque moment de notre vie chrétienne. La Toussaint, une fête à ne pas confondre avec celle des morts célébrée chaque 2 novembre. La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus ou anonymes. Mais la fête des défunts, c'est la fête de la commémoration de tous ceux qui nous ont déjà quittés. Ceux qui nous ont précédés, nous les vivants, nous pouvons encore prier pour eux. Et c'est pourquoi l'Église a dédié une journée aussi pour commémorer tous les fidèles défunts. Et c'est le 2 novembre. Instant de recueillement et bénédiction des tombes ont mis fin à cette célébration. Des élus communaux de la commune de Banter rejoignent le bloc républicain. Ils sont 84 élus locaux, dont 8 chefs villages de la commune de Banter, à faire le pas. Suivons le point avec Osénia Deleke et Wenceslas Savoimont. Si le roi danse et tu ne danses pas au même moment, quand organiseras-tu ta danse? C'est sur cette pensée que ces 84 élus locaux, dont 8 chefs villages de la commune de Banter, adhèrent désormais au parti bloc républicain sous le leadership du Dr Jean Abalo. La question que nous nous sommes posée est de savoir si notre silence permettra à l'opinion publique de savoir notre nouvelle vision de développement. Nous avons jugé utile et bon de nous annoncer publiquement ainsi qu'à tout responsable à divers niveaux notre appartenance désormais au bloc républicain aux côtés du docteur Jean Abalo. Selon les responsables du parti, cette adhésion vient dynamiser le poids de cette grande formation politique dans la cité des parcs de terre. Au nom du secrétaire exécutif national du bloc républicain, nous accueillons les 84 élus locaux qui viennent de faire leur adhésion au BR. Vous ne vous êtes pas trompé si vous avez choisi venir au bloc républicain sous la houlette du docteur Jean Abalo. Vous aurez votre pain demain. Ce sont les élus locaux qui se retrouvent pour élire les délégués. Si déjà le docteur Jean Abalo a pu vraiment convaincre tout ce monde, cela prouve combien de fois il est vraiment éclairé, combien de fois la population de Banter sait que le docteur Jean Abalo est capable de beaucoup de choses. Au cours de cette cérémonie, les nouveaux adhérents ont rassuré les membres du parti de leur engagement à accompagner les actions du développement de la commune de Banter aux côtés du docteur Jean Abalo. Dame Rumeur annonce sur les réseaux sociaux la cessation d'activités économiques et scolaires à Kandi. Y a-t-il des raisons sérieuses d'avoir peur? Eh bien, suivons dans le reportage qui suit le démenti formel de la population de la commune de Kandi au sujet d'une présence présumée de groupes armés. Un reportage de Alessis Sassoba et Enoch Rompati. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie, en ce début de semaine, la population vaque librement à ses occupations. L'affiche d'une menace placardée à l'école urbaine centre de Kandi et relayée par les réseaux sociaux ne vise qu'à entretenir une certaine psychose. Les menaces en vérité n'ont pas eu d'impact sur le déroulement normal des cours dans les classes. Depuis ce jour, l'école est sécurisée, les militaires sont là, ils travaillent en collaboration avec la police républicaine.
Ici, comme au CG1 Kandi, il n'y a jamais eu cessation des activités scolaires. Les programmes sont exécutés par des enseignants qui restent sereins grâce à la présence des forces de défense et de sécurité déployées par le gouvernement. Nous n'avons pas peur puisque nous avons mis les dispositions pour que s'il doit y avoir quelque chose d'attaque, nous on va déjà le portail, vous allez voir, le portail est fermé. Nous vaquons, depuis qu'il y a eu l'alerte là, nous vaquons à nos préoccupations. Je crois que la psychose qu'on voudrait dans notre pays, il faut dire aux uns aux autres que d'être serein et d'avoir confiance à la promptitude de nos forces de sécurité. Au grand marché de la ville, quiétude totale des femmes. Moi, je suis au marché, tout le monde est ouvert. On vend et on achète. Mais on n'a jamais vu ça d'abord. Mais on entend ça ailleurs, mais on n'a pas vu ça à Kandi. Il n'y a rien, on entend ça ailleurs. Vers Niamey, Bouchina, mais vers Kandi ici, on n'a jamais appris un cas. À Kandi ici, chaque jour, tout on ouvre les marchés. Regarde, même samedi, dimanche là, tu vas voir, on n'ouvre pas marché. Nous, c'est ici, on ouvre les marchés. Toujours, on mange le marché de Kandi. Moi, je vois que c'est des rumeurs. Il n'y a rien qui soit fondé. Donc, c'est des rumeurs du côté de gauche à droite. Ici à Kandi, nous constatons que le marché s'anime bien. Tout le monde y entre et sort quand il veut. Et entre-temps, nous avons entendu des rumeurs soit disant que les djihadistes sont entrés dans notre territoire. Ici, Kandi, on n'a pas fait la remarque de ces djihadistes-là. Une synergie d'action est remarquable entre forces de sécurité et élus locaux. Ici à Kandi, on est en paix. Il n'y a rien, on entend les rumeurs et les intoxications que les gens font dans les réseaux sociaux, c'est des fausses informations. Les gens disent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vérifiés. Mais nous, on est en paix ici, les écoles sont ouvertes, le marché, vous pouvez même faire des déplacements, aller dans le marché, aller voir si le marché s'anime. Tu passes dans la route, tu vois le corridor, dans des petits villages, les policiers, ils font leur effort. Ils sont dans les brousses partout. Dans tous les petits villages, tu les vois, avec des motos, ils sont en train de circuler. Comme vous venez de le constater, je viens du champ tout à l'heure et mon champ est frontalier avec la commune de Karimama. Et tout le monde va à ses occupations. Il n'y a pas de problème de djihadistes dans mon arrondissement. Hier, par exemple, j'étais dehors jusqu'à 1h du matin. Nous, on est sur le terrain. À chaque moment qu'on dit, on cherche à vérifier. Et jusque-là, on n'a pas eu d'indices ou bien de traces de djihadistes ici. Les populations de la cité des Saka et Kandisouno démentent les rumeurs entretenues et disent être rassurées par la présence des forces de défense et de sécurité. Souci de valorisation des potentialités alimentaires locales, souci de manger sain aussi, mais pour maîtriser par ailleurs la facture de la consommation face à la crise. C'est ce qu'on va voir à travers ce reportage qui suit sur des initiatives urbaines consacrées au maraîchage à domicile. D'aucuns l'appellent micro-souveraineté alimentaire pour produire les légumes et d'autres spéculations fortement consommées dans nos maisons. Comment se développent ces potagers domestiques? La réponse dans ce reportage de William Tchoki et Évariste Zomon. Un petit potager dans ce coin de maison, à peine 10 mètres carrés, pour produire soi-même tout ce que l'on mange quotidiennement. L'idée n'est certainement pas une première sous nos cieux, mais elle est une réponse à 3 mots frappant de plein fouet les populations. Crise tridimensionnelle, sanitaire, qui est liée à la qualité de ce que nous mangeons, sécurité d'accès en termes de coûts. Aujourd'hui, vous avez tout le monde crie que la cherté de la vie, les produits vivriers coûtent cher, et aussi la crise sécuritaire. Nous avons l'insécurité qui amène aujourd'hui les agriculteurs à quitter leurs champs, à se retrouver au village et ne pas pouvoir aller cultiver à cause de l'insécurité physique liée au djihadisme. Donc, ce sont ces 3 points-là qui m'ont amené à me dire mais nous n'avons pas besoin d'avoir forcément un grand champ, une grande ferme pour produire les principaux légumes que nous consommons dans nos maisons. Ici, c'est une micro-souveraineté alimentaire familiale à base d'objets de récupération, des bidons vides, des sacs de jute, des bois de coffrage, le tout rempli de substrat et c'est parti pour ce petit potager domestique.
les principaux légumes que nous mangeons, que nous consommons dans notre habitude alimentaire au Bénin, il y a la tomate qui est au niveau central, pour faire les sauces claires. Il y a les gluants, donc ce que nous appelons le crin-crin ou les gombo. Il y a les légumes. Donc ces 3 légumes-là qui rentrent dans la préparation de nos sauces peuvent être cultivés à la maison. Donc chez moi ici, j'ai de la tomate. J'ai de tiayo, donc le basilic tropical. J'ai en pépinière actuellement des légumes de Véronia à Manvivet. Et j'ai également d'autres légumes traditionnels que je suis en train d'expérimenter, qui ne se cultivaient pas, qui poussent de la nature. Vous voyez ce panier, pour un ménage, cette récolte est déjà suffisante pour faire de la sauce pendant des jours. Même en hauteur, il a développé la culture maraîchère du vernonia, de l'amarante, du concombre et le rendement est plus que spectaculaire. À la floraison, j'ai vu que les plants qui sont en hauteur ont donné beaucoup de fleurs. Et les fleurs ne sont pas tombées autant que les fleurs des plantes de tomates qui étaient restées dans les planches en bas. De l'intelligence alimentaire pour préserver sa santé face à la prolifération des intrants chimiques, des micro-potagers domestiques pour assurer sa sécurité alimentaire. Fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h avec Osia Sounougou pour la première grande édition du soir.